Donc, aujourd'hui, on va voir une micro-formation sur les 5 méthodes de closing. Donc, le closing, c'est vraiment le moment où on va engager le client dans la signature, dans la vente et dans le fait qu'il s'engage à payer. Et donc, il y a des difficultés. Les difficultés, elles sont du côté du client, mais elles sont aussi du côté du vendeur. Et souvent, le vendeur se met les pieds dans le tapis, s'empêche de faire des ventes pour des raisons X ou Y. Et donc, vous n'êtes pas les seuls à découvrir ce genre de difficultés. Le passage à la proposition commerciale est souvent difficile et c'est normal parce que le taux de transformation est de 47% en moyenne, tout confondu, B2B, B2C. Ce taux de transformation indique qu'on a une chance sur 2 d'échouer. Et la plupart des gens n'aiment pas l'échec. Et donc la proposition commerciale, l'idée de se prendre un non, est souvent un frein qui nous empêche, nous, d'aller vers l'avant et de proposer à nos clients. Et une autre stat intéressante, c'est que 23% des commerciaux, donc on va dire un commercial sur 5, souhaitent parler du prix, alors que 60%, 58%, 60% des clients veulent entendre parler de prix dès le premier rendez-vous. Mais il y a un temps pour ça. C'est-à-dire que le client qui va te dire « oui, c'est combien ?» Oh, ça m'intéresse pas. Tant qu'il n'a pas compris la valeur de ce qu'il va avoir, pour lui, c'est toujours trop cher. Et c'est normal. On réagit tous de la même façon. Donc, on doit d'abord s'assurer que le client, le prospect, a compris la valeur de ce qu'il allait avoir pour se dire « ok, je peux le comparer à quelque chose ». 19% des commerciaux déclarent que l'engagement des clients en ligne est l'un des, il y a des 3 principaux défis. Il faut que je corrige ça. Donc, en fait, un taux moyen de close de 1 fois sur 2. L'obligation d'optimiser ce processus engendre une chose qui est très importante, que vous devez absolument comprendre, c'est que écouter avant de vendre est primordial. Et donc, à partir d'une analyse de 100 000 conversations de vente, l'organisme Gong.io s'est rendu compte que les excellents commerciaux, c'est-à-dire ceux qui avaient des résultats atypiques par rapport à la moyenne, écoutaient 46% de plus que les bons commerciaux. Donc, vraiment, ceux qui sont excellents écoutent encore plus. Donc, oui, merci. Je le ferai. Les temps sont durs, le contexte. Donc, aujourd'hui, c'est fini. Ouais. Mais il y en a plein des fautes là-dedans. Je me concentre sur le fond, pardon. Avec une inflation, au moins c'est pas fait par ChatGPT, vous en êtes sûr. Donc avec une inflation présente, vraiment quelque chose où ça on l'entend de plus en plus souvent, les temps sont durs, c'est compliqué, nanana, je dois prendre le temps. Et on le voit partout, c'est-à-dire que même dans l'industrie, dans le recrutement, dans beaucoup de domaines, ben tout le monde freine des cas de fer parce qu'ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Et donc une inflation prégnante, des complications où les gens prennent de plus en plus de temps dans un processus de décision, et il y a plein de facteurs qui influencent nos résultats. On parlait tout à l'heure des taux de transformation par profession. Les taux de transformation par profession, par exemple, dans l'assurance, dans la banque, dans l'optique, dans la cave, dans le métier de caviste, pardon, eh ben, vos taux de transformation sont pas les mêmes. Par exemple, en finance, c'est 20% le taux de transformation, un client sur 5. En industrie, c'est 27%. Je vends 1 fois sur 3. Et en logiciel informatique, c'est 22%. Mais dans l'immobilier, par exemple, c'est 10%. Dans la maison individuelle, c'est 8 à 10%. C'est très, très compliqué. Parce que il faut beaucoup de prospects pour faire une vente. Donc, les taux de closing par profession sont intéressants parce que c'est un indice de mesure. Donc, je vous invite à aller vérifier dans vos professions au travers d'informations que vous avez. Chose amusante, toujours sur les statistiques, alors j'adore aller sur Internet trouver des statistiques commerciales, mais 3 fois plus de contrats sont signés en fin de mois. Mais le taux de closing tombe à 30% au lieu d'1 fois sur 2. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre le temps et la pression que tu mets à ton client. C'est-à-dire que plus tu vas mettre de pression, ben, tu vas vendre plus, mais la qualité du taux de transformation de ton action commerciale,
elle va être moindre. Tu vas dépenser plus d'énergie pour avoir un rendement moindre. Donc ça veut dire que quand on fait du commerce, on doit avoir une linéarité. Il n'y a pas d'objectif de oh j'arrive en fin de mois, il faut que je mette le coup double, tout ça. Non, ça n'est absolument pas possible. Plus tu mets la pression, plus c'est compliqué, plus le client le ressent. Nous sommes des animaux sociaux, grégaires, et donc on va le voir quand quelqu'un a faim. Et le bon timing, c'est très amusant sur les stats qu'ils ont observés avec les commerciaux, c'est que le meilleur jour c'est le mardi, le meilleur horaire c'est le matin, et le pire jour c'est le mercredi et le vendredi. Dans l'immobilier, on a un adage, c'est offre, alors c'est pas le vendredi, c'est offre du samedi, pète le lundi. Quand tu laisses dans une vente, quand tu laisses un cycle de vente et quand tu laisses les personnes réfléchir toutes seules, à un moment donné, ça pose problème parce qu'ils vont en parler à leur cheval, ils vont en parler à leur meilleur ami, tout ça. Et donc, c'est pour ça que les offres du vendredi, les offres du samedi ne sont pas bonnes parce qu'en fait, c'est en fin de semaine, on n'a pas l'esprit à ça, etc., etc. Il y a des tas de raisons pour ça. Et la plupart des agences sont fermées le samedi. Mais je suis pas tout à fait en OK avec ça, quoi. Seulement 13% des clients pensent qu'un commercial est capable d'écouter. 13% des clients pensent qu'un commercial est capable d'écouter. Vous devez être différent. Rien qu'en écoutant vos clients, vous faites la différence. C'est pas un truc de dingue, ça? La vente, c'est une question de timing et de mise en condition. C'est un tempo. Et donc, pour ça, on va aller voir 5 techniques pour closer votre client. La première des techniques, ce sera le oui échelonné. Et j'ai présenté la micro-formation hier et Véronique Ledoiret a fait un témoignage sur le groupe parce qu'elle avait des rendez-vous l'après-midi et elle a dit ben, ça marche quoi le oui échelonné, c'est impressionnant. L'alternative, c'est oui ou oui, l'urgence, le pied dans la porte et le récapitulatif persuasif. Alors, le oui échelonné, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est Robert Cialdini qui est Influence et Manipulation, la référence, te dit, au fait, il y a un principe chez l'humain, c'est le principe de cohérence. Le principe de cohérence, c'est celui qui fait que le bon élève reste un bon élève et le cancre reste un cancre. Parce qu'on est en cohérence avec nous-mêmes et notre personnage. Eh bien, le principe de cohérence en commerce, c'est d'emmener votre prospect sur une série de oui. Et cette série de oui, c'est de poser des questions engageantes dont la réponse, vous êtes sûr, est oui. Par exemple, ce produit répond bien à vos besoins, n'est-ce pas? Vous aimez particulièrement cette fonctionnalité, donc vous seriez prêt à essayer dès aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? On est bien d'accord sur ce principe-là? On est OK? Toujours des petites phrases qui sont inscrites dans votre discours commercial et qui font que, en fait, vous emmenez la personne à partager votre point de vue en permanence. Vous avez vraiment besoin de soulager votre problème? Oui. Ça n'engage à rien. Sauf que oui plus oui plus oui plus oui plus oui plus oui engage un principe de cohérence qui fait que normalement à la fin on a un taux de transformation qui s'améliore. Qui conditionne le cerveau, absolument. Maintenant, voilà. Ce que tu es en train de soulever est la déontologie. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire que faut absolument manipuler tous les gens. Il y en a qui le font. Je suis contacté régulièrement. Il y a une entreprise qui est très agressive sur le sud-ouest pour vendre des contrats gaz énergie. Ils sont très persuasifs. J'ai totalement démonté leur système téléphonique. Le gars qui a créé l'appel téléphonique, c'est Machiavel. C'est une horreur, quoi. Mais ça marche, c'est très bien fait. Un revolver, ça sert à tuer, mais ça sert aussi à protéger. Tu peux utiliser ça. Je suis en train de vous présenter un revolver. Et toi, tu me dis, oui, mais le revolver, c'est mal. Je dis, non, ça peut te servir à protéger. Ça peut servir à protéger ton business, à avancer. Ce n'est pas mal d'augmenter sa capacité à vendre. À partir du moment où t'es pas un voleur de sac à main. Tu n'es pas en train de vendre un truc, un faux Gucci ou ce genre de choses. Tu es en train de vendre une prestation de coaching, de bien-être pour les personnes. Coach en pleine santé. Donc, c'est important pour toi, c'est une mission. Donc, t'empêcher d'optimiser tes rendements
sous prétexte que c'est pas éthique, n'est pas la bonne attitude. Non, mais je préfère aller encore plus loin que ce que tu es. En fait, c'est conditionner son cerveau à dire oui à la fin. Exactement, c'est exactement ça. Et ce que disait Véronique hier quand elle a essayé la méthode, c'est qu'elle a eu un rendez-vous avec une cliente. Elle a compté les oui qu'elle a fait faire dans le rendez-vous. Et c'est la cliente au bout du 10e oui qui lui a dit bon, on se voit quand? C'est même pas Véronique qui a eu à présenter la chose. Ça facilite la vente. Deuxième méthode, c'est l'alternative positive. Avec moi ou avec moi? Ça, c'est un peu bourrin. Donc, on va le mettre plus de subtilité. C'est quoi? C'est, en fait, vous définissez ce qu'on appelle un frame, un cadre, dans lequel vous proposez soit une solution avec vous, soit une solution avec vous. Ça veut dire quoi? C'est, plutôt que de demander « souhaitez-vous acheter ?» bah, vous devez l'exiger. Et comment on exige? Eh bien, on fait « vous préférez la version standard ou la version premium ?» Vous préférez mettre tout ça en place dès maintenant ou la semaine prochaine? Vous préférez mercredi ou jeudi? Rien que dans des prises de rendez-vous. Matin ou après-midi. Matin ou après-midi. En fait, c'est la technique du double choix. Ça s'appelle aussi comme ça. Et cette technique, elle permet de dire à une personne, voilà mon cadre, vas-y, choisis dans le cadre. Vous savez, je vous l'avais déjà dit, quand un enfant veut pas se laver le soir, ben plutôt que de dire va au bain, non, si, non, si, c'est pénible quoi. Vous lui dites, tu préfères une douche ou un bain? Mais alors, ça, on le dit pas. Tu vas pas y couper. On dit juste, tu préfères une douche ou un bain? Eh ben, vous allez voir, l'enfant, il va, ah, je préfère, si, parce que je veux un bain, parce qu'il y a des jouets dedans. Et tout ça. Je m'en fous, il va se laver. Avant ou après le repas. Excellent. Merci beaucoup. Et donc, en fait, la technique du double choix, c'est aussi de la manipulation. Mais rassurez-vous, vous avez 75% de la population qui va tomber dans ce piège, et vous avez 25% de la population qu'on appelle des contrôlants qui ne vont jamais tomber dans le piège. Vous allez dire, vous préférez mardi ou jeudi? Mardi, je peux pas, jeudi, j'ai rendez-vous. Non, venez mercredi à 16h. Vous allez l'avoir aussi. Par contre, quand la personne vous fait ça, vous savez que c'est un contrôlant. Le contrôlant, bah, c'est lui qui décide. Donc, vous n'avez plus qu'à apporter sur un plateau. Ça vous donne des indices sur la manière dont vous allez travailler avec cette personne. Je le connais, hein. Pour le règlement, moi je fais souvent. Oui. Vous préférez régler maintenant ou la semaine prochaine à la livraison? C'est ça. Quand je suis très très à l'aise, je préfère régler maintenant tout de suite. Tout de suite ou maintenant, c'est un peu ostentatoire. Une semaine, c'est pareil. Voilà. Alors, ensuite. Ça fait de connivence avec le client. Exactement. Alors, c'est une question de maturité aussi. Il y a des petits jeunes qui vont pas oser faire ça, et il y a des gens comme moi, comme toi, et ça pourrait être mal perçu, ou alors il faut vraiment avoir de l'assurance et du charisme. Mais quand tu commences à avoir de l'âge et que tu n'en as plus rien à faire de tout ça, tu joues avec les clients, et ça c'est intéressant. Oui. L'appel à l'urgence, c'est quoi? C'est de créer une envie. Alors, créer un sentiment d'urgence pour pousser la personne à acheter immédiatement. C'est le fameux FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer une opportunité. Et oui, vous retenez, je vous remercie. Et ça me fait plaisir. Vous mettez en avant une offre limitée ou une rareté qui est réelle. Attention aux techniques des années 80. Les techniques des années 80 ont eu une modification marketing. Aujourd'hui, on appelle ça une offre evergreen, toujours verte. C'est quoi? C'est, quel que soit le moment où tu vas rentrer dans mon cycle de vente, j'ai une super offre à te faire. C'est très chiant, c'est très con, c'est très années 80, il reste plus que 2 en stock, vas-y, achète-le, tout ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, il ne reste que 2 pièces en stock, il faut que ce soit une réalité. Par exemple, dans le vin, tu as des champagnes, tu as des maisons de champagne qui ont des productions qui sont tellement restreintes en stock que ça fait monter les prix. Tu as des carnets de réservation plusieurs années avant même. Tu as des moments où il y a une pénurie. Ça s'est passé dans la fenêtre au moment du Covid où l'aluminium venait à manquer, quoi, parce que ça venait de Chine et c'était problématique. L'offre promotionnelle se termine ce soir. Si vous avez une offre promotionnelle qui se termine ce soir et c'est tous les jours, vous êtes en train de mentir à votre client. Il va le voir, il va le savoir.
Par contre, une offre promotionnelle qui s'arrête ce soir parce que c'est la fin des soldes et qu'il faut absolument acheter la pompe à 15 balles la paire au lieu de 30 balles parce que ce soir, de toute façon, les prix vont augmenter, c'est réel. Ça met une réelle pression au client. Si vous réservez aujourd'hui, je peux vous garantir cette réduction. C'est une autre façon de présenter les choses. Quoi qu'il en soit, c'est effectivement le FOMO et on va voir que en fait, c'est dans le résumé tout à l'heure, vous devez vraiment vous poser la question, pourquoi mon client devrait acheter aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux lui faire comme offre véritable, à prendre ou à laisser? La quatrième technique, c'est la technique du pied dans la porte ou offrir de la valeur. C'est quoi? C'est vous faites accepter une petite demande à quelqu'un pour obtenir plus gros derrière. Deux choses. Des sociologues se sont amusés à tester ça dans la rue, au hasard. Et en fait, même en se déguisant en clochard, ils ont réussi à découvrir des taux de transformation. Par exemple, un sociologue déguisé en mendiant qui dit aux gens dans la rue, vous avez une petite pièce s'il vous plaît. Taux de transformation, 10-15%. Excusez-moi, vous avez l'heure s'il vous plaît? Oui, il est 4 heures, ok. Vous pourriez me donner une petite pièce s'il vous plaît? Taux de transformation, passé de 15 à 45%. 45-50. Demander un petit service à quelqu'un pour obtenir quelque chose de plus important derrière, ça s'appelle la technique du pied dans la porte et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc vous demandez un engagement mineur. Acceptez-vous de tester gratuitement? Je ne vends rien. Hein. Je te rends redevable, c'est tout. Je peux vous envoyer un devis, c'est sans engagement. Vous souhaitez voir une démo avant de prendre votre décision? Offrir de la valeur, offrir des cadeaux qui sont des premiers cadeaux d'engagement. Les opérateurs téléphoniques le font très bien, 2 mois offerts, 1 mois d'essai gratuit, ce genre de choses. En fait, il faut savoir que quand vous offrez de la valeur comme ça, ou même de la garantie a posteriori, c'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, c'est garanti, satisfait ou remboursé. Vous connaissez cette offre. Vous savez quel est le taux de gens qui disent « Ok, je veux me faire rembourser », quel que soit le modèle? 5%. Donc quand vous faites un modèle dans lequel vous facilitez la vente en amont en disant « Mais essaye, et si jamais t'es pas content, je te rembourse », en fait, vous prenez pas de risque. Vous prenez un risque à 5%. Donc l'idée, c'est d'engager le client dans une pré-vente. Et enfin, la 5e méthode, c'est le récapitulatif persuasif. C'est quoi ça? C'est vous avez écouté. Alors l'écoute, c'est l'écoute active. Hein. L'écoute, c'est pas ouais, j'ai compris. Non, non, non. C'est oui, je comprends, je relance. J'essaie vraiment d'avoir une approche globale, macro, pour comprendre vraiment la personne en face de moi. Et donc, vous reformulez les besoins du client. Et tel un avocat, tout ce que vous avez dit sera retenu contre vous lors d'un procès équitable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vous résumez tout ce que votre client potentiel a dit et vous lui résumez ça en disant vous avez attendu ça, vous avez attendu ça, vous avez attendu ça, vous avez attendu ça, le voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, vous voulez un logiciel simple, efficace, avec un bon support client. Eh bien, notre solution répond à ces critères, on valide. Vous vouliez une imprimante de qualité, ne plus être emmerdé par les livraisons, vous vouliez pouvoir avoir un scan qui baffe pas, vous voulez un tarif qui est le meilleur tarif du marché. C'est ce que j'appelle les offres « dis-moi non ». Juste pour le fun, dis-moi non. On discute un peu. Quand on est dans l'immobilier, c'est un peu plus compliqué parce que il y a une dimension coup de cœur. Cette dimension coup de cœur, néanmoins, c'est dans l'immobilier, la méthode, c'est d'emmener les gens sur un bien qui est beaucoup trop cher, mais qui est super par rapport à au descriptif client. Comme il est dit, j'ai pas les moyens, on l'emmène sur un bien merdique. Où là, il va dire, ah non, mais ça c'est pourri, j'ai les moyens, mais c'est pourri. Et on l'emmène sur la cible qu'on voulait lui présenter en amont. Cette technique existe depuis les années 70. Ça fait 50 ans que les gens, ils entendent cette méthode. Alors que quand tu prends un client, tu lui dis, vous vouliez une maison de 4 chambres, dans ce quartier, avec un jardin, pour moins de 300 000 euros, tada, voilà le bien immobilier. À vous de m'expliquer pourquoi vous ne le voulez pas. Je voudrais en voir d'autres. On va en voir d'autres, vous allez être déçus. Et quand on fait ça, j'étais chez Century 21 pendant 2 ans. Quand je pratiquais cette méthode-là, j'avais un taux de transformation qui était supérieur aux autres parce que je disais à mes clients, je ne vais pas me moquer de vous.
Vous m'avez demandé ça, c'est ça, ça existe. Et j'ai une vision sur tout le catalogue des biens à la vente sur Périgueux. Oui, Pierre. Tu fais comment pour contrecarrer l'effet coup de cœur? C'est intéressant. L'effet de coup de cœur, ben, je l'anticipe. Alors, je l'anticipais avant, c'est-à-dire que moi j'ai une technique, pour pouvoir mieux vendre, en fait, vous devez avoir une technique de déminage. La technique de déminage, c'est quoi? C'est d'anticiper ce genre de réaction à la con, c'est j'ai pas le coup de cœur. J'ai pas le coup de cœur, en fait, dans l'immobilier, on dit que c'est une façon romantique de dire j'ai pas les moyens. Donc dans 80% des cas, c'est une fausse barbe. Mais on sait aussi que 40% de la vente se fait sur la façade. Donc, quand on fait, si, c'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment, les gens arrivent sur la baraque, ils se projettent tout de suite. J'ai envie ou j'ai pas envie. Donc il y a des conditions de présentation. Et puis surtout, moi je démine en amont. Enfin, je déminais en amont parce que je fais plus d'immobilier, mais je déminais en amont en disant, par contre, je suis pas là pour vous vendre un coup de cœur. Je suis là pour vous vendre quelque chose qui correspond à ce que vous me dites. Après, moi, je ne sais pas si vous aimez le rouge ou le rose. Pour l'immobilier, je comprends le coup de cœur, mais vous le conseillez. C'est vrai qu'il ne faut pas acheter sur un coup de cœur, c'est vraiment une connerie. Alors, je vais même te dire, C'est pas très grave. la meilleure vente que j'ai faite, c'est sur quelqu'un qui a eu un coup de cœur. Sur un hôtel de ville place Tourny. Hein, c'était pas une petite enveloppe. La maison, l'hôtel particulier était à vendre 600 000 €, mais était tout pourri. La chaudière était à refaire. Il y avait tout le système. Il y avait du plomb dans la tuyauterie et tout. Fort heureusement, c'était un directeur commercial dans le BTP qui était très bien placé pour tout ça. Et lui, je l'avais emmené un vendredi et j'avais dit bon ben on refera une visite, je vous laisse réfléchir. Et je l'avais vu sur la voie verte, de l'autre côté, en train de regarder la baraque. J'avais compris qu'il était tombé totalement amoureux. Lui, il avait un coup de cœur. Et je lui avais même dit, vous êtes victime d'un coup de cœur, va falloir vous calmer. Ah mais oui, bien sûr, parce qu'il était prêt. En plus, et à un moment donné, il me dit, moi, monsieur Percheron, vous l'avez compris, j'aime bien, on va négocier. Et je l'avais regardé, je lui avais dit, ben, dans votre milieu et dans votre entreprise, vous n'avez pas la réputation d'être des tendres, je m'attendais à ce que vous vouliez négocier. Et je vous y invite parce que la chaudière, elle est vraiment pourrie. Donc je l'accompagnais en plus dans ce système-là. Finalement, il l'a acheté 380 au lieu de 600. Mais ce qui était sa vraie valeur, parce qu'il y avait plus de 200 000 € de travaux à l'intérieur. Donc en fait, le propriétaire voulait la vendre, sa valeur finale après travaux. Mais il y avait plein de boulot. Et ça faisait 4 ans qu'elle était à la vente à ce prix-là. Donc, la méthode du récapitulatif persuasif, il faut bien comprendre que tout ce que vous vendez se décrit selon le CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. La caractéristique d'un ordinateur, c'est quoi? C'est je peux le décrire, il s'ouvre, il est portable, il y a des logiciels à l'intérieur, Les avantages, c'est que avec ça, je peux faire du traitement de texte, je peux aller sur Internet, je peux regarder YouTube. Il y a des tas d'avantages à l'usage. Et le bénéfice, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter par rapport à mes attentes. Quand quelqu'un vient acheter un ordinateur dans un supermarché, le vendeur va lui dire il faut prendre celui-là parce qu'il a un processeur machin. Et nous, on comprend rien parce que c'est trop technique. Alors que le commercial devrait dire vous attendez quoi? Ah moi je suis un gamer, j'ai besoin de ça. Ah alors c'est pas celui-ci qu'il vous faut, c'est celui-ci parce que celui-ci a une carte qui va vous permettre de lire plus rapidement les jeux et ça va être plus fluide. Ah je comprends mieux. Ne parle pas de processeur, quoi. C'est du terme technique et le terme technique, ça ne fonctionne pas. Et donc, parlez plutôt en termes de bénéfices, comme toi quand tu vends tes solutions numériques. C'est facile les processeurs pour toi. Maintenant, on va parler couture et abeille. Tu vas voir ce que c'est que le varroa. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus tu vas être technique, moins tu vas emmener les gens avec toi. Plus tu vas être vulgarisant, plus tu vas faire en sorte que les gens accèdent à ta compréhension et donc ce que j'appelle rendre le client intelligent, c'est de lui permettre d'accéder à la compréhension et à votre niveau de compréhension de votre produit. Exactement. Absolument. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, je vais prendre un banquier. Un banquier, que tu parlais du médecin. Si on compare le banquier au médecin, le banquier, c'est un expert, c'est un spécialiste d'une maladie.
On vient le voir et on ne conteste pas. Souvent, on va à la banque avec la... C'est rare d'avoir un client qui arrive et dit « Je suis client, j'exige ». Dans la... Ouais, mais ceux qui ont des sous. Et je suppose qu'ils ont des sous et le melon. Ouais. C'est ceux qui ont le melon, alors. Par contre, beaucoup de gens, pour avoir fait justement de l'immobilier, beaucoup de gens avaient peur du prêt immobilier. Alors que quand tu vois dans d'autres domaines, il y a des gens qui s'estiment experts. On va reprendre l'immobilier. Le mec regarde Stéphane Plaza, il s'est vautré 3 fois la gueule dans les escaliers. C'est facile de faire de l'immobilier. C'est facile aujourd'hui quand tu écoutes les gens dans des restaurants. Ils ont vu Etchebest. T'as osé me faire ça? Eh ben, quand ils sont devant leur assiette, tu les écoutes, c'est des experts culinaires. Bah, je suis désolé, j'ai discuté avec des chefs, je comprends rien à ce qui se passe dans l'assiette, moi. C'est pas, franchement, hein, je suis incapable de voir pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien. Les gens s'estiment experts. Donc, il y a des gens qui s'approprient un domaine et puis il y a des gens qui sont en incapacité de s'approprier un domaine. Et quand tu es en incapacité de t'approprier un domaine, il vaut mieux avoir le récapitulatif persuasif pour dire vous vouliez ça. Eh ben, ma solution, c'est mon médicament et ça fait ça. Pour résumer, les 5 méthodes de close. Indispensable, vous écoutez votre client. Et ensuite, vous utilisez ces 5 méthodes avec discernement. Ça veut dire, vous mettez pas tout d'un coup dans le même paquet. Vous faites en sorte d'avoir le oui échelonné dans votre discours commercial. Vous avez des tics de langage. On est d'accord? Ok, vous me suivez? C'est bien ça que vous voulez? Oui. L'alternative positive, c'est vous devez anticiper. C'est-à-dire, avant votre rendez-vous, vous devez préparer l'engagement sous forme d'une offre soft. Je vous offre ça déjà pour commencer. Ça vous intéresse? Regardez, quand vous venez dans le réseau accessible, les 2 premières réunions sont offertes. C'est soft. Il y a un pré-engagement. La technique de l'urgence, c'est plutôt que de dire des choses qui sont des assertions fausses, c'est-à-dire il reste plus que 2 en stock alors que toi tu as 20 tonnes dans le truc, c'est se poser la question en amont, pourquoi mon client devrait se mettre dans l'urgence d'acheter? C'est la réponse que je te donnerais si tu me demandais comment je fais pour les clients que moi je sollicite plutôt que ceux qui sont entrants. C'est pourquoi cette personne-là devrait s'engager avec moi. Et en ayant ces arguments qui sont dans « je me mets dans la position de mon prospect », bah c'est beaucoup plus intéressant parce que tu adoptes sa façon de penser et son décalage. Le pied dans la porte, c'est, on va utiliser un terme de pêche, quand tu as ferré un poisson, il est en train de se débattre, plutôt que de tirer comme un malade et de péter la ligne, parce que le poisson est encore vigoureux, ben ça s'appelle laisser filer la ligne, tu laisses le poisson partir, et hop, tu le rattrapes un petit peu, hop, tu le rattrapes jusqu'à ce qu'il fatigue, et tu n'as plus qu'à le remonter. Et donc, la technique du pied dans la porte, c'est vraiment d'avoir un lien et de ne pas le laisser partir. Et le récapitulatif persuasif, bah, c'est le moment où vous rappelez à votre prospect tout ce qu'il attendait comme bénéfice. Et dire, c'est bien ça que vous vouliez, oui? Pourquoi on n'y va pas? Ok? Donc en conclusion, en termes de vente, vous avez déjà vu des gens prendre la parole en public? Vous avez déjà vu des gens prendre la parole en public. Quand les gens prennent la parole en public, quand ils ont peur de prendre la parole en public, ils envoient ce message-là. Ils envoient un message d'angoisse. Ça stresse tout le monde. Eh ben, si vous avez peur de vendre, vous allez envoyer ce message-là à votre cible. Si vous vous dites, merde, comment je vais faire? Non, mais je suis pas vendeur, je suis pas ci, je suis pas... Si, vous êtes vendeur, vous avez une entreprise. Donc, toujours rester confiant et positif. Et si le client hésite, vous devez traiter son objection avec calme et vous recentrer sur le bénéfice. Lui rappeler pourquoi il est là. Donner du sens à la vente. Et vous avez 2 bouches et une oreille, c'est pour écouter plutôt que de parler. Il n'y a rien de pire que les... Pardon. 2 oreilles et une bouche, pardon. Oui, mais Pascal vient de Tchernobyl, alors c'est pour ça. Le nuage est passé, j'étais jeune. Utilisation des méthodes douces. Vous n'êtes pas le loup de Wall Street. Beaucoup de gens considèrent les commerciaux comme des carnassiers, des méchants, des gens qui sont insensibles et uniquement intéressés par l'appât du gain. Il y a vraiment qu'en France on pense ça. Mais c'est typique français.
On est des judéo-chrétiens. L'argent, c'est mal. On a été éduqués, élevés. Toute notre civilisation était française. Alors, des judéo-chrétiens français. Des Gaulois. Des Gaulois. Des Gaulois. Non, mais c'est vrai, l'argent, c'est mal. L'argent, c'est pas bien. L'argent, c'est un problème. Et effectivement, quand tu écoutes les gens qui sont à Dubaï, par exemple, sur leurs vidéos et tout ça, eux, ils fréquentent un monde anglo-saxon, un monde africain, un monde asiatique, et on n'a pas du tout la même mentalité ailleurs, quoi. Il y a vraiment qu'en France qu'on se pose des problèmes et des nœuds gordiens dans la tête. Pour plein de choses. Hein. Tu sais bien, en France, Oui. Oui. En France, tu as dû liquider une entreprise. Tu es marqué en rouge comme c'est pas possible. Oui. Aux États-Unis, tu as liquidé une entreprise. Ah ben, tu es accueilli parce que tu as fait, tu as eu de l'expérience, tu sais ce qu'il ne faudra pas faire pour réussir. Tu n'as pas la même vision. Absolument. Et donc, alors, c'est ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que moi qui développe du réseau depuis 2017, les voyous s'en sortent mieux que les gens honnêtes. Non, mais en France particulièrement, c'est-à-dire que tu peux faire du détournement de fonds. On en a eu sur Périgueux, quelqu'un qui est parti avec la caisse avec 700 000 balles en laissant des gens sur le carreau. Bah demain, il peut recréer une entreprise. C'est un truc de dingue. C'est juste, il a juste à changer de région parce que ici, il est un peu grillé. Mais ouais, il y a des gens qui l'attendent avec un feu. C'est extrêmement compliqué à obtenir. Ouais. Qui est interdit de gestion, c'est qu'il a rien fait. En France. Il faut vraiment en faire beaucoup. Parce que moi, j'en connais deux, je peux en citer 2 ou 3, ils ont pris beaucoup et pour le temps, ils peuvent continuer. Et enfin, développer vos compétences. Sur les 5 méthodes que je vous ai données, je vous invite à essayer chacune des méthodes, un petit peu comme un apéritif, et de dire, OK, est-ce que ça a changé les résultats que je voulais obtenir? Est-ce que ça a eu une amélioration positive? Et d'améliorer au fur et à mesure ces techniques qui vont s'insérer dans votre discours de façon naturelle. C'est un peu de l'homéopathie, quoi. Et donc, ça va vous permettre de ne pas être super commercial, mais vous avez besoin de vivre. Vous avez besoin de faire du chiffre d'affaires et avoir un taux de transformation amélioré. C'est quand même la finalité. Des questions?